Ma femme m'a quitté pour un autre homme et quand je l'ai découvert, le pire n'a pas été la trahison en elle-même, c'était la vague de soulagement qui m'a envahi au moment où elle l'a enfin admis. Je m'appelle Julien et je n'aurais jamais pensé être le genre de gars à raconter ce type d'histoire, mais nous y voilà. Je n'étais pas un héros romantique dans notre mariage, j'étais le gars qui pensait à payer les factures d'électricité et le loyer à temps, qui réparait la voiture quand elle tombait en panne, qui s'assurait qu'on avait toujours de quoi manger dans le frigo et des serviettes propres. J'étais stable, fiable, le genre de mari qui n'oublie pas les anniversaires ni les dates importantes et pendant des années, j'ai cru que c'était suffisant. Élodie, ma femme, semblait heureuse de cet arrangement, ou du moins c'est ce que je croyais, car nous avions nos routines, notre organisation, une vie qui fonctionnait parfaitement sur le papier. Mais quelque part en chemin, elle a commencé à chercher quelque chose que je ne pouvais apparemment pas lui donner, de l'excitation, de la spontanéité, ce frisson électrique qu'on ressent au tout début d'une relation. J'ai commencé à remarquer les changements environ 6 mois avant que tout ne s'effondre, elle rentrait de la salle de sport plus tard que d'habitude, son téléphone s'illuminait de messages qu'elle effaçait rapidement d'un geste du doigt et les conversations qui coulaient de source auparavant devenaient soudainement laborieuses. Je ne suis pas du genre jaloux, je ne fouille pas dans les téléphones et je n'exige pas d'explications, mais je ne suis pas aveugle non plus. De nouvelles habitudes se formaient, elle prenait sa douche immédiatement en rentrant, elle commençait à s'habiller différemment même pour aller faire des courses rapides au supermarché et il y avait cette distance dans son regard quand elle me regardait, comme si elle était mentalement ailleurs. Je savais que quelque chose changeait, mais je ne voulais pas être ce mari qui crée des drames sur de simples soupçons. C'est à la salle de sport que ça a commencé, apparemment, il s'appelait Romain, un de ces gars qui rayonnent de confiance et de charme, le type qui sait exactement quoi dire pour que quelqu'un se sente unique et spécial. Je ne l'avais jamais rencontré à cette époque, mais j'entendais son nom glisser nonchalamment dans les anecdotes d'Élodie, comme quoi Romain a suggéré ce nouvel exercice où Romain connaît un super endroit pour boire un verre en terrasse. Je n'étais pas idiot, je savais lire entre les lignes, mais affronter la réalité signifiait faire face à quelque chose que je n'étais pas sûr de vouloir gérer. Puis est venue la nuit qui a tout changé, nous étions dans la cuisine, elle faisait défiler son fil d'actualité sur son téléphone pendant que je rangeais la vaisselle après le dîner et le silence entre nous semblait plus lourd que d'habitude. Je me suis essuyé les mains sur un torchon, je me suis tourné vers elle et j'ai posé la question que j'évitais depuis des semaines, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? J'ai gardé une voix calme, sans accusation, juste une question simple qui exigeait une réponse. Elle s'est figée une seconde, son pouce en suspens au-dessus de l'écran, puis elle a levé les yeux vers moi avec cette expression que je n'avais jamais vue auparavant, pas vraiment de la culpabilité, plutôt un mélange de résignation et de défi. Oui, a-t-elle dit, juste ce mot, net et direct, sans aucune excuse. J'ai hoché la tête lentement, ressentant à nouveau cet étrange soulagement, comme si avoir enfin la confirmation de ce qu'on soupçonne était plus facile que de vivre dans l'incertitude. Alors tu dois faire un choix, lui ai-je dit en gardant un ton posé et mesuré, je ne vais pas vivre avec des fantômes dans cet appartement et je ne serai pas ton plan de secours pendant que tu décides de ce que tu veux. Elle n'a pas discuté, elle n'a pas essayé d'expliquer ou de se justifier, elle s'est simplement levée de la table et s'est dirigée vers notre chambre. J'ai entendu les tiroirs s'ouvrir et se fermer, le bruit de la valise qu'on sort du placard et je suis resté dans la cuisine parce que je ne savais sincèrement pas quoi faire d'autre. Une partie de moi s'attendait à ce qu'elle revienne dire qu'elle avait fait une erreur, qu'elle voulait qu'on arrange les choses, mais ça n'est pas arrivé. Elle a fait ses bagages méthodiquement, prenant l'essentiel et laissant tout le reste pour plus tard, et quand elle est passée devant moi avec ses sacs, elle s'est arrêtée juste un instant pour dire « je reviendrai chercher le reste de mes affaires demain », sans croiser mon regard, et puis elle est partie. L'appartement semblait différent après son départ, pas exactement vide, mais plus léger d'une certaine manière, comme si je portais un poids supplémentaire sans m'en rendre compte. Je n'ai pas pleuré, je n'ai rien cassé et je ne l'ai pas appelée 100 fois pour la supplier de reconsidérer sa décision, je me suis juste assis sur le canapé pour assimiler ce qui venait de se passer. Mon premier instinct n'a pas été de la poursuivre ou de me battre pour elle, mais de me protéger contre d'autres dommages. Cette nuit-là, j'ai commencé à séparer nos vies de manière pragmatique, j'ai passé en revue nos comptes communs et j'ai fait une liste de tout ce qui devait être divisé, compte bancaire, abonnement, facture d'énergie, toute l'infrastructure ennuyeuse d'une vie commune. J'ai changé les mots de passe des comptes qui m'appartenaient, je lui ai retiré l'accès aux choses dont elle n'avait plus besoin et j'ai créé un simple tableau Excel pour suivre tout ce que nous devions régler. Ce n'était pas vindicatif, c'était juste pratique, ma façon habituelle de gérer les problèmes en les découpant en étapes gérables. Au cours des jours suivants, Élodie m'a envoyé des SMS occasionnels pour me demander des objets au hasard qu'elle avait oubliés ou poser des questions sur des factures, et je répondais par des phrases courtes et factuelles,
je n'étais ni froid ni chaleureux, j'étais juste neutre. Ma sœur Camille m'a appelé durant cette première semaine pour savoir si j'allais bien et je lui ai dit honnêtement que ça allait, je ne suis pas en colère, lui ai-je expliqué, j'ai juste tourné la page, il y a une différence. Camille me comprenait mieux que la plupart des gens, elle savait que je n'étais pas du genre à faire des scènes dramatiques ou à chercher vengeance, j'étais du genre à fermer doucement les portes et à avancer. Élodie a emménagé avec Romain presque immédiatement, ce qui m'a confirmé tout ce que j'avais besoin de savoir sur la durée de leur liaison. Des amis communs ont commencé à me contacter avec cette énergie maladroite des gens qui ont appris la nouvelle, j'appréciais leur inquiétude mais je ne voulais pas ressasser les détails. Qui avait-il à dire ? Ma femme avait choisi l'excitation plutôt que la stabilité, la passion plutôt que le partenariat, et même si ça faisait mal, ce n'était pas exactement surprenant. Je la sentais s'éloigner depuis des mois, je n'avais juste pas voulu me l'avouer. La chose étrange avec la trahison, c'est qu'une fois le choc initial passé, on commence à voir tous les signes qu'on a manqués ou ignorés. Je me souvenais des soirs où elle prétendait être trop fatiguée pour un moment d'intimité, pour ensuite avoir l'énergie d'envoyer des textos à quelqu'un jusqu'à tard dans la nuit. Je me souvenais des week-ends où elle avait soudainement des projets avec des amis que je n'avais jamais rencontrés. Je me souvenais de la façon dont elle avait commencé à chercher la dispute pour des broutilles, comme si elle essayait de justifier ses actions en me peignant comme inadéquat. Rien de tout cela n'était dramatique ou évident sur le moment, mais avec le recul, le schéma était clair. J'ai passé ces 2 premières semaines à réorganiser ma vie sans elle, j'ai déplacé les meubles pour changer l'énergie de l'appartement, j'ai jeté des choses qui me rappelaient trop notre couple et j'ai établi de nouvelles routines qui n'appartenaient qu'à moi. Je ne me laissais pas aller, je reconstruisais méthodiquement parce que c'est ce que je fais, je résous des problèmes, je crée des systèmes, j'avance. Et honnêtement, une fois habitué à l'idée qu'elle était partie, j'ai commencé à me sentir mieux que je ne l'avais été depuis des mois. 3 semaines après le départ d'Élodie, j'étais assis à mon bureau en train de trier de la paperasse quand mon téléphone a vibré avec un message de Camille, Élodie a eu un accident de voiture, Romain n'a pas survécu. Les mots sont restés sur mon écran un moment pendant que mon cerveau essayait de traiter l'information. Je n'étais pas heureux, je n'étais pas soulagé, je n'étais rien d'autre que choqué et peut-être un peu engourdi. Toute la colère que j'avais pu avoir envers Romain s'était transformée en indifférence à ce stade, et maintenant il était parti, juste comme ça, et Élodie était à l'hôpital. Camille a envoyé un autre message quelques secondes plus tard avec plus de détails, il rentrait de quelque part tard dans la nuit, une autre voiture avait grillé un feu rouge, Romain était mort sur le coup et Élodie était dans un état grave avec de multiples blessures. Je suis resté assis à fixer mon téléphone, essayant de comprendre ce que j'étais censé ressentir. Une partie de moi savait que la chose décente à faire était d'éprouver de la sympathie, et c'était sincèrement le cas car personne ne mérite de vivre une telle chose, mais une autre partie de moi, celle qui avait passé les 3 dernières semaines à reconstruire sa vie et à digérer la trahison, savait que cela ne changeait rien entre nous. Une tragédie n'efface pas les choix que les gens font, elle ne remonte pas le temps et n'annule pas les dégâts. J'ai répondu à Camille en demandant dans quel hôpital elle était et elle m'a dit qu'elle prévoyait déjà d'y aller, que quelqu'un devait prendre des nouvelles d'Élodie puisque ses parents vivaient à plusieurs heures de route en province et ne pouvaient pas arriver immédiatement. J'appréciais cela chez ma sœur, elle avait bon cœur et ne laissait pas ses sentiments personnels l'empêcher de faire ce qui semblait juste. J'ai dit à Camille que je n'irais pas à l'hôpital moi-même, pas parce que je voulais qu'Élodie souffre seule, mais parce que ma présence serait confuse pour tout le monde. J'ai transmis mes pensées via Camille et je le pensais vraiment, mais je savais aussi que me présenter enverrait le mauvais message, comme si je reconsidérais tout, ce qui n'était pas le cas. Au cours des jours suivants, Camille m'a tenu au courant, Élodie avait une jambe cassée, des côtes fracturées, une commotion cérébrale et elle aurait besoin de plusieurs semaines de convalescence avec une mobilité réduite. Les médecins disaient qu'elle guérirait complètement mais qu'elle aurait besoin d'aide pour les tâches quotidiennes pendant sa récupération. Ses parents étaient arrivés et géraient l'urgence immédiate, prenant les décisions médicales et s'occupant des assurances et de tout le chaos qui suit ce genre d'événement. Je me sentais mal pour elle, vraiment, mais je ressentais aussi cette étrange certitude que mon rôle dans sa vie était terminé. Camille a rendu visite à Élodie quelques fois et m'a rapporté qu'elle était dévastée, non seulement physiquement mais émotionnellement, pleurant la mort de Romain tout en faisant face à la réalité de sa situation. J'écoutais et je disais les choses appropriées, mais je gardais mes distances. Puis, environ 10 jours après l'accident, Camille m'a dit qu'Élodie demandait après moi, voulant savoir si j'accepterais de discuter. J'y ai réfléchi pendant une journée avant de répondre et j'ai finalement dit à Camille que j'accepterais de rencontrer Élodie une fois, dans un lieu public, juste pour avoir une conversation et rien de plus. Nous nous sommes mis d'accord sur un café près de l'hôpital, un endroit neutre où aucun de nous n'avait de souvenir.
La mère d'Élodie l'a aidée à entrer quand je suis arrivé et j'ai vu tout de suite à quel point l'accident l'avait affectée. Elle bougeait avec précaution, visiblement en douleur, avec sa jambe dans le plâtre et des bleus encore visibles sur son visage et ses bras. Je me suis levé quand elle s'est approchée et sa mère m'a lancé un regard mi-reconnaissant mi-jugeant avant de nous laisser seuls. Élodie s'est installée dans sa chaise, lentement, grimaçant en ajustant sa position, et pendant 1 minute, aucun de nous n'a rien dit. Finalement, elle a parlé, sa voix plus calme que dans mes souvenirs, me disant qu'elle voulait rentrer à la maison, qu'elle avait besoin d'aide et qu'elle ne pouvait pas traverser ça toute seule. Elle ne l'a pas dit comme une demande, c'était plus comme un constat, comme si bien sûr, j'allais la reprendre maintenant que Romain était mort et qu'elle était blessée. J'ai pris une inspiration et choisi mes mots avec soin, il n'y a plus de maison, plus pour nous deux. J'ai gardé une voix douce mais ferme, expliquant qu'il y avait un appartement, une adresse, mais qu'il n'y avait plus de foyer au sens où elle l'entendait. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé, un choc sincère s'affichant sur son visage. Elle ne pouvait pas croire que j'étais sérieux, soulignant qu'elle était blessée, qu'elle avait besoin de quelqu'un, me rappelant que j'étais son mari. Le passé de cette phrase flottait dans l'air entre nous. Je lui ai rappelé que j'étais son mari quand elle m'a quitté pour quelqu'un d'autre, quand elle a choisi cet homme plutôt que notre mariage, quand elle a emménagé chez lui, quand elle a construit une nouvelle vie qui ne m'incluait pas. Elle a commencé à pleurer et j'ai senti l'appel de mes vieux instincts, la partie de moi qui voulait la réconforter et arranger les choses, mais je savais que céder à cette impulsion me détruirait. J'ai expliqué qu'il ne s'agissait pas de punition, de vengeance ou de la faire souffrir, que je ne voulais pas ça, mais que je ne pouvais pas non plus être le filet de sécurité sur lequel elle retombait parce que son autre choix n'avait pas fonctionné. Élodie a essuyé ses yeux et a tenté une approche différente, demandant où elle était censée aller, ce qu'elle était censée faire, disant que ses parents ne pouvaient pas s'occuper d'elle éternellement. Le désespoir dans sa voix était réel et je le comprenais, mais comprendre la douleur de quelqu'un ne signifie pas qu'on est obligé de l'absorber soi-même. Je lui ai dit que ses parents l'aidaient maintenant et que c'est ce que font les parents, qu'elle avait des amis, des ressources, qu'elle trouverait une solution comme tout le monde le fait dans les situations difficiles, mais que je ne pouvais plus être cette personne pour elle. Elle m'a accusé d'être cruel, puis a dit que je l'abandonnais au moment où elle avait le plus besoin de quelqu'un, et je l'ai laissé dire tout ça parce que je savais de quoi ça avait l'air de son point de vue. De là où elle était assise, blessée, en deuil et effrayée, je semblais probablement sans cœur, mais je savais aussi que la reprendre maintenant reviendrait à construire sur une fondation d'obligation et de culpabilité plutôt que sur une véritable réconciliation, et ce n'était juste pour personne. Je lui ai dit que j'espérais sincèrement qu'elle guérirait complètement et qu'elle trouverait ce qu'elle cherchait dans la vie, mais que je ne serais pas sa solution à un problème qui avait commencé quand elle avait fait des choix dont je ne faisais pas partie. La conversation a tourné en rond pendant un moment, elle essayant différents angles pour me faire changer d'avis, moi maintenant ma limite aussi gentiment que possible. Finalement, j'ai vu qu'elle était épuisée physiquement et émotionnellement et j'ai suggéré d'en rester là. Avant de nous séparer, je lui ai dit que j'étais prêt à gérer les aspects pratiques de notre séparation correctement et équitablement, je m'assurerai que tu récupères tout ce qui est à toi, nous diviserons les choses correctement et je ferai tout en toute transparence pour qu'il n'y ait pas de confusion. J'ai expliqué que je voulais le faire officiellement, avec tout documenté, pour que nous ayons tous les deux une conclusion et puissions avancer. Elle a hoché la tête faiblement, probablement trop fatiguée pour argumenter davantage, et sa mère est revenue l'aider à aller jusqu'à la voiture. Je les ai regardés partir et j'ai ressenti ce mélange de tristesse et de résolution, comme fermer un livre qu'on n'a jamais fini mais qu'on sait qu'on ne rouvrira jamais. Ce soir-là, j'ai commencé à planifier comment gérer la séparation proprement. Je n'allais pas couper les ponts sans explication ni rendre les choses difficiles, mais je n'allais pas non plus laisser la culpabilité me manipuler pour défaire tous les progrès que j'avais faits. J'ai décidé que tout devait se passer avec des témoins, dans un espace neutre, avec une documentation claire de chaque décision, pas de réunion privée où les émotions pourraient brouiller le jugement, pas de conversations ambiguës qui pourraient être mal interprétées plus tard. Je voulais des lignes nettes et des fins claires parce que c'est la seule façon de vraiment avancer. La vérité, c'est que je me sentais mal par rapport à sa situation et une partie de moi continuait de se demander si je faisais la bonne chose, mais chaque fois que j'imaginais la reprendre, je voyais le même schéma se reproduire, moi devenant son infirmier par obligation, elle m'en voulant de ne pas être Romain, nous deux piégés dans une relation tenue par la culpabilité plutôt que par l'amour. Ce n'est pas un mariage, c'est une peine de prison pour deux personnes. Ce dont elle avait besoin, c'était de soins sincères de la part de gens qui choisissaient de les donner librement, pas de l'aide réticente de quelqu'un qu'elle avait déjà rejeté. Ses parents étaient là pour elle, ils avaient la capacité émotionnelle d'aider sans que le bagage de la trahison n'assombrisse chaque interaction, alors que moi,
j'aurais aidé tout en revivant simultanément la douleur de son départ, et ce n'était viable pour personne. Camille m'a appelé ce soir-là pour savoir comment ça s'était passé, je lui ai simplement dit que j'avais tenu bon, que j'allais m'assurer que tout soit géré correctement, avec respect mais aussi avec des limites. Ma sœur est restée silencieuse un moment, puis a dit qu'elle était fière de moi, que ça n'avait pas dû être facile mais que je faisais ce qu'il fallait pour mon propre bien-être. Cette validation signifiait plus qu'elle ne le savait probablement, car dans des moments comme ceux-là, on a besoin de quelqu'un pour confirmer qu'on n'est pas fou de vouloir se protéger. Les jours suivants ont été calmes et j'ai utilisé ce temps pour préparer la séparation finale, rassemblant les documents, organisant nos biens communs et créant un plan clair pour le partage. J'ai ressorti ce fichier Excel créé le soir de son départ et j'ai commencé à remplir les détails, ajoutant les reçus, surlignant les écarts, m'assurant que tout était comptabilisé. Ce n'était pas par mesquinerie, c'était pour être minutieux, pour m'assurer que nous pourrions tous les deux partir avec une compréhension claire de la situation. 2 semaines après cette rencontre au café, j'ai envoyé un message à Elodie via Camille avec une date, une heure et un lieu, la salle polyvalente de ma résidence, un samedi après-midi. Je lui ai dit d'amener qui elle voulait pour la soutenir, que cela allait être une séparation de nos vies avec témoins, tout documenté et transparent. Elle a probablement pensé que j'étais dramatique ou froid, mais je savais exactement ce que je faisais, créer une situation où les émotions ne pourraient pas l'emporter sur les faits, où il n'y aurait aucune confusion sur ce qui était dit ou convenu. J'ai passé les jours précédant cette réunion à tout organiser méticuleusement, j'avais des dossiers avec les relevés bancaires, les factures, les documents montrant chaque dépense commune de notre mariage et j'avais tout séparé en catégories claires. Je n'essayais pas de la punir, j'essayais de clore ce chapitre de ma vie d'une manière qui ne laissait aucune zone d'ombre, aucune raison de se recontacter des mois plus tard pour des détails oubliés. J'ai aussi emballé toutes les affaires restantes d'Elodie, les vêtements qu'elle avait laissés, ses effets personnels, les photos, les petites choses accumulées au fil des années, tout étalé dans des cartons et des sacs étiquetés, organisés et prêts à être remis. Le matin de la réunion, je suis arrivé tôt à la salle commune et j'ai tout installé comme si je préparais une présentation professionnelle, j'avais empilé les cartons proprement le long d'un mur, posé les dossiers de documents sur la table et j'avais même apporté un ordinateur portable au cas où nous aurions besoin de vérifier quelque chose en ligne. Camille est arrivée la première, proposant d'être là pour me soutenir et j'ai apprécié sa présence plus que je ne pouvais l'exprimer. Un ami à moi, Thomas, est venu aussi, quelqu'un qui nous connaissait tous les deux, Elodie et moi, pendant notre mariage, et il s'est assis tranquillement dans un coin comme observateur neutre. Elodie est arrivée avec environ 10 minutes de retard, sa mère l'aidant à se déplacer avec sa jambe toujours dans le plâtre. Elle a regardé autour de la pièce avec cette expression d'incrédulité, comme si elle ne pouvait pas comprendre pourquoi j'avais fait toute cette mise en scène. Sa mère avait l'air mal à l'aise, sentant probablement que ça n'allait pas être la réconciliation émotionnelle qu'Elodie espérait peut-être. Je leur ai fait signe de s'asseoir et une fois tout le monde installé, j'ai commencé à tout passer en revue systématiquement. J'ai commencé par les choses faciles, lui rendant ses effets personnels, passant en revue chaque carton et confirmant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Elodie hochait la tête, ne disant pas grand-chose, peut-être en train d'assimiler la formalité de tout cela. Puis je suis passé aux documents financiers, et c'est là que les choses se sont compliquées. J'avais créé une répartition détaillée de nos comptes joints, montrant chaque dépôt et retrait de l'année passée. J'ai expliqué calmement que je divisais tout à 50-50e pour les dépenses communes légitimes, loyer, électricité, courses, les choses dont nous avions tous les deux profité pendant notre mariage. Elodie semblait d'accord avec cette partie, même soulagée que je sois juste. Mais ensuite j'ai sorti un dossier séparé et j'ai vu qu'elle se tendait. J'avais épluché nos relevés de cartes de crédit et bancaires des mois précédant son départ et j'avais identifié des dépenses clairement liées à sa relation avec Romain, chambre d'hôtel, dîner dans des restaurants où nous n'allions jamais ensemble, cadeaux dont je savais qu'ils n'étaient pas pour moi, même un week-end qu'elle avait prétendu être pour le travail. J'avais surligné chacune d'elles, fait le total et calculé sa part de ce qui avait été dépensé depuis nos comptes communs. Ce n'est pas une vengeance, ai-je dit en gardant une voix stable et factuelle, expliquant que c'était des dépenses issues de l'argent auquel nous avions tous deux contribué, utilisé pour une relation qui m'excluait totalement, et que je voulais être remboursé pour ma part. La pièce est devenue très silencieuse. La mère d'Elodie a commencé à objecter, disant que j'étais mesquin et vindicatif, mais j'ai calmement expliqué que je demandais simplement ce qui était juste, si elle avait utilisé son propre argent pour ses dépenses, je n'aurais rien dit, mais elle avait utilisé nos ressources communes pour quelque chose qui ne profitait qu'à elle et à quelqu'un d'autre. Elodie avait l'air de vouloir disparaître sous terre mais elle n'a pas contesté les faits car ils étaient là, noir sur blanc.
Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de l'argent immédiatement, qu'on pouvait mettre en place un échéancier, mais que cela devait être reconnu et réglé. Puis est venue la partie qui, je le savais, ferait le plus mal, mais c'était nécessaire. J'ai sorti les papiers pour me retirer comme personne à prévenir en cas d'urgence sur tout, formulaires médicaux, documents d'assurance, mutuelle, compte bancaire, partout où mon nom apparaissait comme la personne à appeler en cas de crise. J'ai glissé les papiers sur la table et expliqué que je lui donnais 3 mois pour faire la transition, que durant ces 3 mois je maintiendrais quelques liens de base pour lui laisser le temps de s'organiser, mais qu'après ça, je devais être complètement libéré de toute obligation envers elle. Les yeux d'Élodie se sont remplis de larmes et elle a demandé doucement comment je pouvais la couper de ma vie comme ça, comment je pouvais être si froid alors qu'elle était encore en convalescence. J'ai pris une inspiration et essayé de lui faire comprendre sans être cruel, j'ai expliqué qu'être la personne à prévenir en cas d'urgence, être le plan de secours, être la personne sur qui on se repose, c'est un choix, pas une obligation, et ça demande de la confiance et un engagement mutuel. Je lui ai dit que je ne pouvais plus être cette personne pour elle, pas parce que je la détestais ou voulais qu'elle souffre, mais parce que chaque fois que mon téléphone sonnerait avec son nom, je revivrais la trahison, me demandant si elle appelait parce qu'elle avait vraiment besoin de moi ou parce que tous les autres avaient dit non avant. J'ai expliqué qu'elle avait des parents qui l'aimaient, des amis qui tenaient à elle et qu'elle devait construire un système de soutien avec des gens qui ne portaient pas le poids de ce qui s'était passé entre nous. Thomas a pris la parole à ce moment-là, avec précaution, mentionnant qu'il avait vu Élodie en ville quelques fois pendant sa période avec Romain et qu'elle avait semblé sincèrement heureuse de sa nouvelle direction. Il l'a dit gentiment, sans jugement, mais l'implication était claire, elle avait fait son choix et s'y était engagée, et maintenant elle essayait de faire marche arrière uniquement parce que les circonstances avaient changé. Ce n'était pas dit pour être méchant, juste pour donner le contexte que tout le monde dans la pièce avait en tête mais que personne ne voulait dire. Élodie ne pouvait pas vraiment contester cette observation. Sa mère a essayé de la défendre, disant que les gens font des erreurs et méritent une seconde chance, et j'étais d'accord avec ce principe en général, mais j'ai expliqué qu'une seconde chance doit être désirée pour les bonnes raisons, pas juste saisie par désespoir et peur d'être seul. Nous avons passé l'heure suivante à passer en revue les détails restants, divisant quelques meubles, réglant les dernières factures, discutant du calendrier pour que la séparation soit légalement finalisée. J'avais déjà consulté un avocat pour savoir comment tout gérer et comme Élodie était partie volontairement et que les circonstances de notre séparation étaient claires, les choses étaient relativement simples, pas d'enfants, pas de patrimoine complexe, juste 2 personnes qui démêlaient leur vie. Avant qu'Élodie ne parte, elle m'a demandé une dernière fois si j'étais sûr de moi, s'il y avait une partie de moi qui pouvait pardonner ce qui s'était passé et réessayer. Je l'ai regardé et je n'ai ressenti qu'une sympathie épuisée. Je te pardonne, ai-je dit doucement, et je le pensais, expliquant que le pardon ne signifie pas prétendre que rien ne s'est passé ou se remettre dans une situation qui nous a déjà blessés. Je lui ai dit que j'espérais sincèrement qu'elle guérirait complètement, qu'elle trouverait ce qu'elle cherchait, qu'elle se construirait une belle vie, mais que cette vie ne pouvait pas m'inclure, plus maintenant. Camille a aidé Élodie et sa mère à porter les cartons jusqu'à leur voiture et Thomas est resté avec moi pendant qu'on rangeait la salle. Il m'a dit qu'il pensait que j'avais géré tout ça avec plus de grâce que la plupart des gens n'auraient pu le faire, que poser des limites ne rend pas quelqu'un sans cœur, ça le rend sain d'esprit. Après le départ de tout le monde, je suis retourné dans mon appartement et j'ai ressenti ce profond sentiment de soulagement, comme si j'avais enfin posé quelque chose de lourd que je portais depuis des mois. Les semaines suivantes ont été calmes, concentrées sur la finalisation juridique de tout et l'assurance que tous les détails étaient réglés. Élodie a envoyé quelques messages via Camille, surtout des questions logistiques, et j'y ai répondu poliment et brièvement, je ne me suis pas engagé émotionnellement, j'ai juste fourni l'information dont elle avait besoin et je suis passé à autre chose. Environ 2 mois après cette réunion, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau, elle s'appelait Sophie et elle était différente d'Élodie en presque tout point, calme, posée, intéressée par la construction de quelque chose de vrai plutôt que par la chasse à l'excitation. Nous avons pris notre temps et j'ai été honnête avec elle sur ce que j'avais vécu, et elle a apprécié cette honnêteté. La vie a commencé à redevenir normale, pas de l'ancienne façon, mais d'une nouvelle façon qui semblait en fait plus saine. J'ai entendu par des amis communs qu'Élodie avait emménagé temporairement chez ses parents et travaillait à se remettre sur pied. Je n'ai pas cherché à en savoir plus car sa vie ne me concernait plus. Je lui avais offert une séparation équitable, j'avais géré tout avec autant de dignité que possible et maintenant nous étions tous les 2 libres d'avancer. En repensant à tout ça, je ne regrette pas d'avoir tenu mes limites, je ne lui souhaitais aucun mal. J'ai réalisé un jour, en parlant de toute cette situation avec Sophie, que je n'étais tout simplement plus son filet de sécurité, parce qu'être le filet de sécurité de quelqu'un est un choix,
pas une dette, et j'avais déjà payé tout ce que je devais à ce mariage. Que pensez-vous de cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies.